Voilà, vous avez dû recevoir un petit message. Excellent. Alors, je vais y aller. Ah, c'est Jérôme, voilà. Jérôme et Cécile. Ah oui, il y a les deux. Excellent. Bref, Jérôme et Cécile, mes collègues de France, sont aussi présents, donc vous pouvez les voir dans le nom des participants. N'hésitez pas à leur poser des questions si vous le souhaitez, en parler de ma présentation. Et Jérôme et Cécile, je vous invite à me stopper si besoin, à partager dans le chat ce que vous souhaitez et à accueillir les nouveaux participants qui nous rejoignent en cours de route. Voilà, alors je me lance. Bienvenue à vous tous et toutes. Très heureux de vous voir dans ce webinaire d'introduction à la gouvernance partagée et à ce qui fait un petit peu notre spécialité à nous en tant qu'organisme de formation d'accompagnement à ce nouveau modèle de gouvernance à l'instant Z. C'est un webinaire qu'on a l'habitude de donner tous les 2 mois à peu près, pour toutes les personnes qui apprennent à connaître ces nouveaux modèles de gouvernance, pour toutes les personnes qui nous font connaissance et ont envie d'en savoir plus, pour des équipes aussi qui se posent la question de changer leur modèle de gouvernance et qui ont besoin d'un peu plus de matière pour en discuter entre eux. C'est le but aussi de ce temps-là ce midi, c'est de vous donner de la matière à ce que vous puissiez réfléchir, regarder un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on a envie d'aller dans cette direction-là? Parce que bien souvent, quand on parle de gouvernance partagée, on a tous un petit peu des images fixes de ce que c'est en tête, on a tous un peu des clichés, disons aussi, et là, le but, c'est de démonter un petit peu ça, ou disons de remettre les choses à plat sur ce qu'on entend par là. Voilà, donc on aura une première partie que je vais essayer de garder à peu près 45 minutes, qui va être de présentation. Je vais montrer le programme dans un instant, et une deuxième partie de questions-réponses pour les 15 dernières minutes. Voilà. Moi, je m'appelle Benjamin Cléry, donc j'habite en Suisse, à Bienne, en ce moment, mais je suis originaire du sud de la France, de Toulouse. Et puis, ça fait 7 ans que je travaille en tant qu'accompagnateur d'équipes d'organisation à différents niveaux, sur différentes thématiques, et puis spécifiquement sur la gouvernance partagée depuis bientôt 4 ans au sein de l'Instant Z. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu nos retours d'expérience sur le sujet. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste reparcourir un petit peu ce qui peut vous amener ici. Donc peut-être que vous êtes là parce que vous êtes dirigeant ou proche de la direction, que vous soyez visionnaire sur ce que c'est que l'entreprise de demain ou ce qu'elle peut être, un peu le management 2.0, ou que vous soyez une personne sur le départ, vous avez construit votre organisation et vous allez bientôt partir à la retraite, ou vous souhaitez passer la main, et notamment passer la main à votre équipe, pas forcément à une seule personne, eh bien, vous êtes au bon endroit. Certaines fois, vous êtes des proches de la direction qui se posent des questions sur la transformation de sa gouvernance, notamment vers des approches de gouvernance partagée, participative, collaborative, selon les thématiques que vous avez identifiées comme étant les vôtres. Vous pouvez aussi être chargé de formation ou dans les ressources humaines, notamment dans la direction des ressources humaines. Parce que certaines fois, effectivement, on remarque en tant que RH des procédures qui sont figées ou inadaptées dans le système hiérarchique actuel. Vous remarquez aussi certaines fois qu'il y a un désir de changer. Il y a des jolis mots dans les présentations, toutes les équipes de l'organisation, mais souvent il y a un peu un décalage entre les mots et les actes, c'est-à-dire que concrètement, quels sont les outils qui nous permettraient de faire les choses différemment, et là c'est un peu plus compliqué. Donc vous êtes au très bon endroit justement pour en découvrir un peu plus. Vous pouvez être aussi coach, facilitateur, facilitatrice, donc plutôt indépendant. Et puis vous cherchez à compléter votre boîte à outils. On a aussi des personnes qui sont porteuses de projets pour des projets perso, mais qui ont envie de démarrer un projet, de ne pas tout porter toute seule. Donc dès le début, se pencher sur cette question de la gouvernance partagée, de la gouvernance distribuée, ou finalement membre d'une organisation de l'économie sociale et solidaire. Vous avez un certain nombre de valeurs fortes pour ce qui concerne votre activité, et notamment en termes de gouvernance, vous n'avez pas envie de faire ça un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, ou en tout cas, vous avez envie de vous pencher sur cette question particulière de comment on a envie de fonctionner en tant qu'organisation. Donc, soyez les bienvenus. Voilà, il y a peut-être d'autres cas de figure que j'ai pas répertoriés ici, mais en tout cas, vous êtes normalement au bon endroit. Alors, tac.
Donc, 2 mots sur l'Instant Z. Nous, on existe depuis 5 ans maintenant. Ça a commencé à Genève et France voisine, et aujourd'hui, on est en Suisse romande et en France, alors principalement dans le sud-ouest de la France. En gros, on a 2 grosses directions de services. On a de la formation, avec vraiment de la formation en expérimentation pour tester les outils, faire des jeux de rôle sur des cas fictifs, pour vraiment comprendre comment fonctionnent ces outils de gouvernance partagée et quel est l'état d'esprit qu'il y a derrière. Une partie formation donc, et une partie aussi d'accompagnement d'organisation, c'est-à-dire de mise en application au sein de notre organisation, comment on fait pour s'approprier ces outils. Voilà. Après, on a d'autres activités plus ponctuelles, de type animer un atelier d'intelligence collective, notamment pour redéfinir notre stratégie ensemble, animer des séminaires d'équipe, des mises au vert, des choses comme ça, ou alors de la supervision aussi, plus pour les individus, parce que vous devez préparer des séances, des workshops, et vous avez envie de ne pas faire ça tout seul, d'avoir un point de vue un petit peu d'expert. Voilà, donc on a accompagné une 60aine d'organisations et formé à peu près 1400-1500 personnes depuis le début de nos activités. Alors, j'aimerais commencer par une petite histoire qui nous amène à ce que c'est que l'Instant Z aujourd'hui, et qui nous amène finalement, à ce que c'est que l'Instant Z aujourd'hui, mais aussi à la création, en fait, ce qui a fait que l'Instant Z a été créé. Et pour ça, je reprends l'image de mon collègue David Dreyer, qui est le cofondateur de l'Instant Z, en 2016 donc, et c'est intéressant de voir un petit peu son parcours, notamment professionnel, pour voir qu'est-ce qui l'a amené à créer l'Instant Z, à désirer aller vers là. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il a été actif dans différents types de structures plutôt classiques, notamment dans le domaine de l'informatique, avec donc des systèmes hiérarchiques assez classiques, qu'on connaît assez bien. Et puis, il a exploré aussi différents types de structures plutôt alternatives dans le milieu du cirque. Donc voilà, il a beaucoup de casquettes. Et dans ces différentes activités, dans ces différents types de structures, il a observé un certain nombre de dysfonctionnements, autant dans les structures hiérarchiques que plutôt alternatives, et ça l'a amené à se re-questionner sur la manière d'être et de faire ensemble au sein des organisations, et d'aller explorer en se formant à droite à gauche à différents types de méthodologies. Notamment, il a exploré l'holacratie, il s'est formé à l'holacratie en France, et puis des méthodes de gestion de projets collaboratives, notamment le Dragon Dreaming ou Rêve du Dragon, qui l'ont amené à prendre conscience du fait qu'il y a des méthodologies qui existent pour faire les choses différemment au sein des organisations. Par contre, souvent, il manque un petit peu toujours un élément dans l'une, dans l'autre de ces méthodologies. Il y a des méthodes type holacratie, plutôt orientées entreprise, qui sont axées beaucoup sur l'efficacité et la performance, mais peu sur l'humain, le sens derrière notre activité. Et à l'inverse, des approches qui sont plus orientées milieu alternatif, milieu associatif, qui mettent beaucoup l'accent sur le sens, sur la relation, sur l'attention aux autres, mais qui délaisse un petit peu la partie efficacité. Et donc, à la création d'Instant Z, il y avait ce désir de compiler un petit peu ces différentes approches pour avoir une approche de gouvernance qui soit complète, qui soit intégrale, en tout cas dans son approche, c'est-à-dire autant amener des éléments d'efficacité, d'efficience dans l'action, et en même temps des éléments notamment d'attention aux individus, d'attention relationnelle, d'attention à l'humain. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'approche intégrale de la gouvernance qu'on pratique, qu'on amène à l'Instant Z, et que vous allez découvrir un petit peu aujourd'hui. Alors, dans ce webinaire, donc petit programme, on verra donc le moyen de libérer tout le potentiel de votre organisation à travers ces outils de gouvernance que je vais vous présenter. Les 5 réunions de base qui permettent une approche intégrale de la gouvernance partagée. Et puis finalement, on viendra sur les différents obstacles qui empêchent souvent les organisations de franchir le pas, parce que transformer sa gouvernance, c'est pas rien. Et donc de voir un petit peu quels sont les freins qui peuvent nous empêcher de le faire, il me semble assez intéressant. Et puis finalement, avant de passer à la partie questions-réponses, une invitation à un prochain pas, pour pas que ce webinaire reste juste un beau moment, un moment inspirant, mais qu'il y ait quelque chose, vraiment des choses concrètes qui se passent derrière. Voilà, donc le chemin à parcourir, je vais revenir sur cette image à différents endroits de notre présentation. C'est l'image qu'on utilise pour illustrer la conduite du changement qu'on amène dans nos accompagnements d'organisation. Et puis donc je ferai référence aux différents éléments qui apparaissent sur le bas de cette slide tout au long de notre webinaire. Ça illustre un petit peu le parcours
sur lequel doit cheminer une organisation, une équipe qui est en transformation de sa gouvernance. Et ça illustrera aussi les différentes étapes de mon webinaire. La première étape étant, dans cette première partie, de voir un petit peu quel est ce moyen, quelle est cette approche qui permet de libérer tout le potentiel de votre organisation. Donc c'est un peu le Graal, ce vers quoi on tend quand on fait cette transformation de gouvernance. C'est illustré ici par le château sur cette colline à droite de l'image. Une organisation qui a libéré tout son potentiel, c'est pas seulement une organisation très efficace, une organisation qui a un fonctionnement qui est bien rodé, c'est aussi une organisation où chaque personne se sent à l'aise et épanouie dans son travail, et notamment responsable et autonome au quotidien, se sent reconnecté, ça c'est un élément très important, à son pouvoir d'agir. Plutôt que de râler à la machine à café, eh bien, j'ai les moyens pour transformer les choses, pour agir dans mon organisation sur les éléments qui me paraissent dysfonctionnels, désuets ou manquants dans notre fonctionnement. C'est une organisation où chaque personne se sente valorisée aussi dans ses talents et ses compétences. On va voir qu'avec différentes casquettes, différents rôles qu'on prend, on peut être aux endroits qui nous branchent, soit parce qu'on est intéressé par la thématique, soit parce que c'est là vraiment où on a nos compétences. Et on n'est pas enfermé dans un poste prédéfini et figé. On se sent aussi soutenu par les collègues et la structure, d'accord. C'est une des valeurs qui sous-tend ces outils et ces méthodologies de management, c'est la notion de collaboration. Et donc le but, c'est de le vivre aussi à travers ça. Et puis finalement, une organisation au service d'un sens plus large. C'est pas juste générer du profit, mais finalement, c'est un certain impact positif qu'on souhaite avoir au niveau de la société, au niveau de l'environnement, et qu'on porte avec nous, qu'on portera notamment dans la notion de raison d'être. Voilà. Donc, quel est un petit peu, voilà, comment ça se présente cette organisation qui libère son plein potentiel, où les personnes se sentent animées par tous ces éléments-là au quotidien. Pour ça, je vais illustrer dans un premier temps les différents modes de gouvernance pour savoir où est-ce que se situe la gouvernance partagée par rapport aux autres modèles de gouvernance qui peuvent exister. Alors ça va être un petit peu caricatural, mais ça nous aide à prendre une posture un petit peu méta sur cette notion de gouvernance. Et pour ça, on utilise le donut comme image pour marquer un petit peu les esprits. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Donc, premier type de gouvernance, le plus classique, disons, qu'on connaît en tout cas, c'est le côté structure de type pyramidal, où on a une centralisation assez forte, où en gros, si notre organisation est représentée par un cercle, ici ce cercle vert, les différents carrés au sein de ce cercle, c'est les membres de l'organisation, et au centre, on a un gros carré rouge, ça peut être le ou la chef, ou l'équipe de direction vers qui tous les membres vont se tourner régulièrement pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie, pour demander de trancher par rapport à tout un nombre de décisions, pour résoudre les conflits interpersonnels, bref, c'est l'axe central de notre organisation. Cependant, il y a un aspect positif, c'est que c'est assez simple, c'est-à-dire en gros, demande à ton chef et puis tu as la réponse. Donc les règles du jeu sont claires et simples. Par contre, voilà, il y a un certain nombre d'écueils qui surviennent souvent et qui emmènent un certain nombre d'organisations et de personnes à vouloir se sortir de ce système centralisé. Et donc, certaines personnes envoient cette casquette un petit peu par-dessus bord et on se retrouve, cette casquette de chef, d'autorité centrale, et on se retrouve avec notre fameux donut, donc avec une organisation à centre vide. Et pour nous, là, il peut y avoir deux écueils, deux risques, en gros, si on s'arrête juste là. Le premier, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, plutôt que d'aller chercher la légitimité dans nos actions, dans nos priorités auprès d'une personne, du chef par exemple, eh bien on va chercher la légitimité auprès du groupe. Donc moi j'ai vu ça dans des associations notamment, où je dois attendre 2 semaines le prochain comité pour savoir si je peux avancer dans un projet que j'ai en cours, dans des actions que j'ai envie de dérouler, parce que j'ai l'impression que sinon ça va grincer des dents si je fais tout seul de mon côté. Et ça, pour nous, c'est un risque parce que on ne peut pas décider tous ensemble, sinon on va rester assez inefficace, il va y avoir une grande inertie et c'est source de beaucoup de frustration. Donc c'est ce qu'on appellerait des gouvernances de type plutôt horizontale. Finalement, on a des gouvernances, le deuxième risque à cette organisation en centre vide, c'est des organisations de type duocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux personnes qui font. Donc là, l'idée, c'est que n'importe qui peut agir et faire ce qui lui semble juste dans les projets qu'il a en main.
Le risque ici, c'est qu'on s'étire, c'est-à-dire qu'on tire dans des directions qui sont différentes et on a du mal à se retrouver sur quelque chose, sur une base commune. Et à un moment, on va s'essouffler et puis ça va se dissoudre parce que chacun va partir sur son projet qui est différent des autres. Et finalement, qu'est-ce qu'on verrait derrière une structure en gouvernance partagée? C'est de se dire qu'au lieu d'une personne ou un groupe de personnes au centre pour s'assurer qu'on est alignés les uns les autres, on aurait un ensemble d'éléments, un ensemble de règles du jeu, finalement, qu'on définit ensemble et qui nous permettent de savoir comment on se structure, quelle est notre règle du jeu, les nouvelles règles du jeu de notre système de management, quels sont les différents éléments sur lesquels chaque membre de l'organisation peut se reposer pour être en même temps autonome, donc avoir cette efficacité, cette liberté, et donc cette responsabilité bien entendu, et en même temps rester en lien avec les autres. Donc quels sont les endroits où on a envie de finalement décider collectivement aussi parce que c'est pertinent pour nous. Voilà, donc on va voir un petit peu dans cette première partie de webinaire, concrètement, quels sont ces éléments qu'on a au centre, qu'est-ce qui change vraiment dans une structure dite de gouvernance partagée, en tout cas de notre point de vue à l'instant Z. Et donc je vais vous parcourir 5 éléments disruptifs pour moi par rapport aux anciennes méthodes de management. Donc là, je vous invite à prendre un papier et un crayon si ça vous intéresse, de prendre quelques notes sur cette micro-formation de ces prochaines minutes. Donc le premier élément disruptif, c'est la question des décisions. C'est-à-dire que souvent, on est soit dans le tout autoritaire, soit dans le tout tous ensemble. On est un peu dans les deux extrêmes. Tout autoritaire, on a souvent ça dans les organisations de type plutôt entreprise, et plutôt associatif, on a un peu tout tous ensemble. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, si notre organisation est représentée comme un arbre, en fait, si on parle des racines de notre arbre, les racines de notre organisation, notre raison d'être, nos valeurs, là, on va plutôt aller chercher à faire ensemble, à décider ensemble, dans des décisions collectives, des processus de décision collectifs. Et plus on va aller vers les feuilles, et finalement les fruits qui sont le résultat de nos actions concrètes de notre organisation, plus on va chercher à distribuer l'autorité, et donc à être OK avec un modèle de management autoritaire à cet endroit-là, parce qu'on va se faire confiance les uns les autres pour se dire, voilà, sur tel élément, tu peux y aller, tu peux trancher seul, tu n'as pas besoin de revenir vers nous, parce que notamment, c'est des éléments opérationnels. Donc en fait, le premier point d'attention ici, c'est de se dire, plutôt que d'avoir des décisions autoritaires ou des décisions collectives, eh bien, on se forme, on prend conscience qu'il y a différents modes de prise de décision qui existent et on choisira le bon mode de prise de décision pour la situation qui est la plus adaptée et le résultat qui est attendu. Voilà, donc on aura un modèle avec des décisions autoritaires et collectives selon la situation. Deuxième élément disruptif pour moi, c'est le rôle des managers. Dans une organisation classique et surtout pyramidale, on a une surcentralisation des tâches sur les responsables d'équipe. Moi, j'aime bien cette image de l'aimant pour le manager. C'est en gros toutes les tâches, on ne sait pas à qui ça appartient, hop, choup, le manager fait aimant et puis ça se retrouve sur sa tête, sur ses épaules. Et donc là, l'invitation, c'est de scinder un petit peu un certain nombre de tâches qu'on attribue traditionnellement au manager et de les répartir au niveau des membres de l'équipe. Et donc, on appellera ça des rôles structurels, et sans rentrer trop dans les détails, voilà 4 exemples de rôles structurels. Le premier, c'est le rôle facilitation, pour faciliter les séances, et le deuxième, c'est le rôle mémoire, pour prendre note des séances, donc les PV, et puis se souvenir un petit peu de ce qu'il y a dans les PV précédents, se souvenir de la structure actuelle, qui fait quoi, qui décide sur quoi. Je m'arrête juste là, le fait de sortir ces 2 casquettes, de la personne responsable d'équipe pour les donner à 2 autres personnes de l'équipe, ça amène une dynamique radicalement différente en réunion. Voilà, vous pouvez essayer déjà avec ce que vous connaissez en termes de facilitation et de prise de notes. Ça amène toute une autre dynamique quand c'est plus le chef qui prépare l'ordre du jour à l'avance, qui anime la séance, qui prend note des PV, en l'occurrence qui décide au passage, et puis voilà, qui centralise tout ça en fait. Il y a les personnes qui sont plus en mode passif. Donc voilà, distribuer ces 2 casquettes. Et il y a 2 autres casquettes aussi qu'on va distinguer. Le lien pilotage, alors ça sera un petit peu notre nouveau manager. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui vont rester à ce niveau-là, notamment représenter ce qui est extérieur à l'équipe, l'organisation un peu dans sa globalité, les besoins de l'organisation dans sa globalité envers l'équipe.
et puis différencier cette casquette avec celle qui est de l'ordre de la représentation, qu'on appelle la représentation, c'est un peu le syndicat, c'est-à-dire celui qui représente les besoins de l'équipe auprès du reste de l'organisation. Donc c'est ce qu'on va appeler un système de double lien. Voilà. Donc, c'est peut-être encore un petit peu flou pour vous, c'est normal parce que ça nécessiterait un petit peu plus d'explication, mais l'intention derrière, c'est de se dire, toutes les tâches qu'on centralise d'habitude au niveau du management, eh bien, il y a vraiment une vraie réflexion à avoir sur quelles sont celles qu'on peut se répartir au sein de l'équipe, et ça dans toutes les équipes de notre organisation, pour soulager le management et responsabiliser le plus possible les membres de l'équipe, pour être dans une posture proactive plutôt que de rester dans une posture passive. Voilà, donc passer d'un management centralisé, dans le cas que je vous ai présenté, ou inexistant, qu'on peut avoir certaines fois dans des structures plutôt associatives, vers un management où les tâches du management sont clairement réparties entre les membres. Troisième élément disruptif concerne la notion de cahier des charges. Comment on se répartit les tâches, comment on décrit cette répartition, etc. Pour nous, il y a deux écueils qu'on retrouve très souvent quand on démarre des accompagnements d'organisation. Le premier, c'est la page blanche. On retrouve ça surtout au niveau associatif, c'est en gros, qui fait quoi? Eh bien, voilà, c'est telle personne qui est responsable de l'entretien, et puis en fait, on n'a pas défini concrètement qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là. L'autre écueil, c'est celui-ci, c'est en fait, il y a 6 pages pour décrire ce rôle, en long, en large et en travers, et puis finalement, ça enferme la personne dans une liste de to-do, une liste de tâches, et ça l'empêche d'être elle-même proactive et créative en fait dans son travail. Donc l'idée ici, c'est de reconnecter déjà au sens derrière la tâche avec cet outil qu'on appelle les rôles opérationnels ici. Et donc voici un exemple de fiche de rôle. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, pour le rôle entretien, quel est le sens derrière, pourquoi c'est important pour nous de l'avoir, et qu'est-ce qu'il fait, c'est la raison d'être. Donc ici, par exemple, des locaux accueillants et conviviaux pour que les participants passent un moment agréable chez nous. Et puis, finalement, certaines fois, ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on a besoin de définir un certain nombre de tâches qu'on attend que cette personne fasse. Ce n'est pas pour lui dire comment faire son travail. C'est des tâches que si elles ne sont pas faites, il y a d'autres personnes qui vont être dans l'embarras. Donc, tout ce qui concerne, je te dis comment faire ton travail, je vais le laisser de côté, puisqu'on va laisser la personne libre de faire comme elle entend, de passer une fois la panos par jour dans la salle de formation, ou alors 3 fois par semaine. Bref, c'est à elle de juger la fréquence selon la situation. Par contre, il y a un certain nombre de tâches que cette personne ne peut pas y couper, parce que sinon, il y en a d'autres qui vont être dans le pétrin, qui ne vont pas pouvoir faire leur travail correctement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les attendus. Et puis finalement, dernier élément, c'est les domaines d'autorité, ce sur quoi la personne peut décider seule. Donc c'est là qu'on va distribuer l'autorité, se faire confiance les uns les autres dans l'équipe et se dire clairement, par rapport ici dans notre cas, le local d'entretien, à toi de définir comment c'est utilisé. Personne ne peut aller piquer du stock, du matériel dans ce local d'entretien sans te prévenir en amont. La sélection des consommables, tu peux y aller toi-même, décider seul dessus. Voilà. Donc passer de descriptifs de poste qui soient sous forme de longues listes de tâches, ou alors qui soient plutôt inexistants, vers des rôles plus petits qui clarifient l'autorité, qui sont évolutifs. Et la notion d'évolutif est super importante parce que on n'est pas dans un système qui est rigide, qui est figé, mais en fonction de l'évolution de notre environnement, on a envie de faire évoluer ces fiches de rôle, notamment qu'on vient de définir là. On les a définies aujourd'hui, mais peut-être que dans un mois et demi, elles sont déjà plus tout à fait d'actualité, donc il faudra se permettre d'avoir un processus pour les faire évoluer en fonction de notre besoin. Quatrième élément pour moi disruptif, c'est la notion d'agilité. C'est d'avoir des processus qui recadrent nos prises de parole, qui nous recadrent dans les réunions, qui nous recadrent dans des décisions, pour éviter un certain nombre de travers et de frustrations, notamment celles que je vous présentais ici. C'est ce qui se passe quand une personne perçoit une tension dans une équipe. Vous voyez ce petit bonhomme ici, il a un éclair, s'il perçoit une tension entre quelque chose qui est et quelque chose qui pourrait être. Et là, il y a un trou entre les deux. Ça génère de la frustration, de la tension. Et donc, quand j'amène ça en réunion, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, c'est le syndrome de la meilleure idée. Chacune dans l'équipe va commencer à brainstormer sur quel serait le meilleur moyen de répondre à ce problème, mais aussi à tous ceux qui pourraient venir par la suite.
Donc ici, pour passer ce petit trou, avoir une grue, louer un hélicoptère, construire un immense pont, alors que finalement le trou n'est pas si grand que ça, et puis qu'en fait, une petite planche suffirait, en tout cas pour cette fois-ci. Si par la suite, il y a besoin de consolider cette planche ou de construire un truc plus péchu, plus gros, on peut toujours le faire. Mais dans l'immédiat, j'ai besoin de pouvoir débloquer les freins à l'action, et donc je recherche le prochain petit pas, plutôt que de rechercher la meilleure idée. Voilà. Et ça, c'est notamment les processus qui vont nous aider à nous recadrer à cet endroit-là. Donc on va chercher ici, dans cet élément, à passer du ce qu'on appelle le prévoir et contrôler, on va chercher à tout anticiper, ou de la meilleure idée, à quelque chose de l'ordre du ressentir et ajuster. J'ai mes antennes ouvertes, je perçois ce qui se passe, et en fonction de ce que je perçois, je vais amener des demandes, des besoins de prochains petits pas pour ajuster la situation. Voilà, donc derrière tout ça, on aura toujours des éléments très concrets, des outils très concrets, des processus qui nous permettent de vivre ça et pas juste d'avoir des belles phrases comme ça dites à l'oral. Cinquième et dernier élément disruptif pour moi, cette notion de hiérarchie. Donc en tout cas, la manière dont nous on l'amène à l'instant Z, cette gouvernance partagée, c'est pas de lisser tout et de ne plus avoir de hiérarchie. Il reste une hiérarchie, notamment parce que dans des grandes organisations où il y a plusieurs centaines de personnes, c'est compliqué de se retrouver à 400 pour décider ensemble. Donc à un moment, il faut se structurer. Et la question, c'est comment on se structure. Et ce que j'aime bien, c'est cette image où on passe finalement d'une hiérarchie de personnes dans les structures classiques pyramidales, c'est-à-dire moi, Benjamin, je suis au-dessus d'un certain nombre de personnes et en dessous de mes supérieurs hiérarchiques, mais vraiment moi, Benjamin en tant que personne. On passe de ça à une hiérarchie plutôt de rôle, c'est-à-dire que moi, Benjamin en tant que personne, j'ai 5, 6, 8, 10 rôles dans différents endroits de l'organisation, et selon l'endroit dans lequel je me trouve, j'ai une casquette, enfin donc un rôle, les casquettes ça représente les rôles, qui me donne ou pas un certain niveau hiérarchique. Donc à certains endroits, j'aurai une casquette de responsable d'équipe, à d'autres endroits, j'aurai une casquette opérationnelle sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça permet de dépersonnifier notamment les frustrations, les problèmes qu'on peut ressentir. C'est pas envers Benjamin que j'ai forcément un problème, c'est dans le rôle informatique, qui est un des rôles qu'anime Benjamin, qu'il y a un souci et que j'ai besoin de quelque chose. Voilà, donc cinquième élément disruptif, passer d'une hiérarchie de personnes à une hiérarchie de rôle. Donc voilà en résumé pour moi 5 gros points qui définissent qu'est-ce qui change par rapport au système classique qu'on a, sachant que souvent, je vous ai illustré un petit peu ces deux tendances, la tendance plutôt entreprise et la tendance plutôt associative, qui est très intéressante pour nous, déjà parce que nous, on travaille dans ces deux secteurs d'activité, et que souvent dans l'asso, on veut faire tout tous ensemble, et dans l'entreprise, on est plus en mode c'est le chef qui décide, pour faire très caricaturé. Sachant qu'après, dans toute organisation, c'est bien entendu un petit peu un mélange de tout. Mais là, c'est pour simplifier un petit peu mon propos ici. Donc tout ça, c'est bien joli, mais parce qu'il y a un mais, pour nous, il y a vraiment un point d'attention à avoir sur un certain nombre de choses quand on veut aller vers la gouvernance partagée. C'est un certain nombre de dimensions qui, pour nous, sont importantes à nourrir. Elles sont du nombre de 5, ces dimensions, et je vais vous les présenter maintenant. Premier point d'attention, donc ce que je vais appeler un petit peu une gouvernance partagée incomplète, c'est quand on ne prend pas assez en compte la notion de sens derrière ce qu'on fait, donc notre raison d'être, nos valeurs. Donc, par exemple, une institution publique qui est passée de 3 à 30 employés dans un temps relativement court, eh bien, il y a des équipes qui ne se reconnaissent plus dans une vision commune parce que les valeurs n'ont jamais vraiment été explicitées. Elles étaient un petit peu dans l'air, quand on est peu nombreux, ça joue, mais dès qu'on commence à grandir fortement, toutes ces valeurs, cette culture, elle se dilue, et les nouvelles personnes ne sont pas au courant de ça et créent différents types de cultures au sein de l'organisation. Deuxième élément qui peut manquer, c'est les éléments de l'ordre du stratégique. Donc une grande fondation de 1300 employés qui travaille sur une belle stratégie globale, mais qui malheureusement est trop déconnectée de la réalité de terrain. Donc les gens ne peuvent pas vraiment s'appuyer sur cette stratégie globale pour identifier c'est quoi leur priorité à leur niveau opérationnel à eux. Quand il manque aussi des éléments de type de la structure, c'est-à-dire par exemple une association qui n'a pas bien formalisé le qui fait quoi, qui décide sur quoi au sein de son groupe, et tombe trop souvent dans le travers de décider tout tous ensemble, ou alors dans des entreprises où il y a des cahiers des charges qui sont désuets, qui ne correspondent plus à la réalité,
parce qu'ils ont été écrits il y a 5 ans, qui sont au fond d'un tiroir, et qu'en fait, ce qui est vivant aujourd'hui, c'est plus du tout aligné avec ça. Donc, ces outils de structure ne sont plus soutenants pour nous dans le quotidien. Quatrième élément, aspect qui peut être incomplet, c'est cette notion d'efficacité. Quand on est dans l'opérationnel, une équipe de projet qui se crée de façon collaborative, mais dans laquelle personne ne se sent légitime de prendre le lead, par exemple. Et bien là, on va tomber aussi dans une forte inertie, avec une bonne intention à la base, mais finalement, ça va faire chapeauter ou faire beaucoup de perte de temps par rapport au projet. Et puis finalement, au niveau relationnel, alors là, il y a 2 aspects. Quand je parle de relation ici, c'est l'aspect relationnel, mais l'aspect aussi amélioration continue. C'est-à-dire quelle est notre capacité à prendre du recul sur ce qu'on a vécu ensemble pour en tirer les enseignements avant de partir dans un nouveau cycle de projet. Et donc là aussi, moi j'ai un exemple d'une entreprise industrielle qui arrête un énorme projet du jour au lendemain parce que le client s'est éloigné, en gros a décommandé ou s'est retiré du projet. Et puis du coup, on passe de cet énorme projet sur lequel on a penché pendant 6 mois à un tout nouveau projet en tout abandonnant d'un coup, sans prendre le temps juste de s'arrêter, ne serait-ce qu'une heure ou deux, pour se dire, bah, tiens, ok, ça s'arrête maintenant, c'est assez abrupt, c'est difficile, mais on a vécu tout un certain nombre de choses ensemble, comment on peut valoriser tout ça, que ce soit au niveau du relationnel au sein de l'équipe ou au niveau expérience aussi et compétences. Voilà. Donc pour nous, c'est important de prendre en considération tous ces éléments et de ne pas faire fi de l'un ou de l'autre. Et notamment quand on parle de gouvernance partagée, nous on voit 2 grandes tendances en reprenant ces dimensions entreprise-association. En entreprise, c'est qu'on va aller amener des outils, notamment de l'holacratie, qui sont très soutenants et super top pour les aspects priorité, stratégiques, les aspects structurels, donc structurer les tâches, les responsabilités, les aspects efficacité, notamment dans les séances. Par contre, il va nous manquer dans ces modèles-là un aspect pour prendre soin de la relation, de l'amélioration continue, et un aspect pour prendre soin du sens derrière ce qu'on fait. Et à l'inverse, dans des assos, on a beaucoup d'associations qui viennent vers nous, ouais, nous on pratique la gouvernance partagée depuis un moment déjà, et en fait quand on arrive, on se rend compte que elles prennent bien soin, ces équipes, de l'humain, de la prise de parole de chacun, chacune, etc. Elles ont un sens qui est fort dans leur activité, le pourquoi elles sont là ensemble, qu'est-ce qu'elles veulent faire, leur contribution à un monde meilleur. Par contre, en termes de stratégie, en termes de structure, en termes d'efficacité dans l'action, eh bien, c'est clairement pas idéal. En tout cas, il y a un gros manque à cet endroit-là. Voilà, donc encore une fois, on n'est pas dans l'un ou l'autre, mais on est dans l'un et l'autre, et c'est ce qu'on qualifie d'approche intégrale, notre approche intégrale de la gouvernance. C'est prendre en considération ces 5 différentes dimensions et faire attention à les nourrir pour que tout se passe au mieux et pour qu'on ait non seulement de l'épanouissement, non seulement du bien-être au niveau de la collaboration et des relations, mais aussi de l'efficacité et de l'impact fort dans la réalisation de nos actions. Voilà. Donc l'approche de l'instant Z cherche justement dans cette intention-là à réconcilier l'efficacité et l'humanisme, pas de tomber dans le travers de prendre l'un ou l'autre, mais de prendre les deux. Donc en gros, dans ces différents modèles de gouvernance que je vous ai expliqués, notamment à travers le donut, eh bien, c'est d'essayer de tirer les aspects positifs de chacun de ces modèles et d'éviter les aspects négatifs pour arriver à cette approche intégrale de la gouvernance voilà, que je vous présente aujourd'hui. Donc l'instant Z, le Z de l'instant Z, ça illustre un petit peu ce parcours. Alors, ce n'est pas un parcours dans le sens d'abord on fait ça, ensuite on fait ça et après on fait ça, mais c'est un parcours dans le sens où on va prendre en considération chacune de ces dimensions et essayer d'en oublier aucune, de n'en délaisser aucune dans nos formations et dans nos actions d'accompagnement envers les organisations. Voilà. Pour ça, on se repose, donc ça c'est une petite parenthèse, mais qui permet d'illustrer un petit peu notre manière de procéder dans les accompagnements d'organisation, surtout pour les grosses organisations, mais pas que. Voilà, c'est présent aussi dans les petites équipes, mais c'est plus visible dans les grosses organisations. C'est la conduite du changement, puisqu'on n'amène pas seulement des méthodologies, des nouveaux outils de management, mais à travers ça, il y a un certain nombre de difficultés qui vont émerger, des difficultés humaines, relationnelles ou quoi, parce que l'individu, l'être humain a certaines fois pas mal de problèmes à changer ses habitudes, à changer ses manières de faire, et donc ça, il faut accompagner ce changement.
Et donc là, on se réfère aux 8 étapes de conduite du changement que présente John Kotter dans un livre qui s'appelle « Conduire le changement », justement. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà, on identifie une équipe qui va piloter ce changement du début jusqu'à la fin, et on va bien clarifier les contours du pourquoi on veut changer, la raison d'être derrière le changement, pour définir ce vers quoi on souhaite aller, ce qu'on veut quitter, et ça facilitera un petit peu l'implémentation des nouveaux outils. Ok, donc j'ai fini cette partie 1, c'était en gros voilà, ce vers quoi on souhaite aller. Comment libérer le plein potentiel d'une organisation. Et puis maintenant, j'arrive dans la partie 2, en gros, un petit peu le comment. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, bien entendu, puisqu'il me reste une dizaine de minutes devant moi. Mais en gros, pour nous, il y a 5 réunions de base qui, à elles seules, peuvent permettre cette approche intégrale de la gouvernance. Alors, 5 réunions, on peut dire encore des réunions, mais en fait, l'idée, ce n'est pas d'en faire forcément plus. En tout cas, c'est de structurer les temps et de séparer notre temps de séance pour nourrir toutes les dimensions que j'ai citées précédemment. Ça va nous permettre notamment à se reconnecter à notre raison d'être et aux valeurs. Ça va nous permettre à reposer des priorités claires, à réajuster régulièrement la structure, le qui fait quoi, à lever les freins à l'action, à tirer les enseignements du chemin parcouru et finalement à soigner les relations entre les membres. Donc, ces différents types de réunions, si je les schématise ici, en gros, on a des réunions de type opérationnel qui se font généralement toutes les semaines, donc où on va traiter vraiment les aspects techniques, libérer justement les freins à l'action. Donc, ce n'est pas une séance de travail, c'est vraiment une séance de synchronisation. On a ensuite, à peu près une fois par mois, grosso modo, c'est les réunions de réorganisation pour travailler sur la question de la structure et du plan, réajuster le qui fait quoi, qui décide sur quoi, en fonction de notre réalité, des changements au sein de notre organisation. Et puis, tous les semestres, on se prendra un temps, donc un exemple de régularité, bien entendu, c'est différent dans chaque type d'organisation. Mais pour donner un exemple, tous les semestres, on peut faire un temps de stratégie pour redéfinir nos priorités pour le semestre à venir et un temps de bilan rétrospective et prendre soin de la relation. Pour faire le bilan de ce qui s'est passé avant de partir dans la suite. Et finalement, re-questionner le sens, re-questionner notre raison d'être, nos valeurs, les valeurs qui nous portent, c'est peut-être quelque chose qui va être plus rare, peut-être tous les 5 ans, ou quand il y a des gros changements dans l'organisation, que ce soit en termes de nouveaux services qu'on souhaite mettre en place, ou au niveau de l'équipe, il y a beaucoup de personnes qui tournent. Ça peut être intéressant de se repencher là-dessus. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire que ces 5 types de réunions nous permettent de prendre en considération ces différentes dimensions pour nourrir tout ce dont une organisation et ses membres a besoin pour fonctionner de manière la plus efficace, bienveillante, et justement libérer son plein potentiel. Voilà, donc quelques exemples d'organisations avec qui on a réalisé ce travail-là. Donc, par exemple, une entreprise dans le secteur de l'énergie renouvelable, où on a travaillé, on a obtenu les résultats suivants, la décentralisation des tâches au niveau du management, puisqu'ils avaient vraiment un syndrome de l'entonnoir au niveau des managers. On a amené une nouvelle culture d'amélioration continue, où n'importe qui dans l'organisation, et pas seulement le directeur du département, n'importe qui dans le département était capable d'identifier ce qui dysfonctionnait, et puis savait comment amener ça au bon endroit pour le faire améliorer, le faire changer. Donc plus de capacité d'ajustement de la structure et de résolution de problèmes, et une plus haute responsabilité des membres, avec notamment un travail sur le lâcher-prise au niveau de la direction. Si on veut décentraliser, à un moment, il faut lâcher prise des choses. Et puis de la prise en main de la responsabilisation au niveau des équipes, qui récupèrent un certain nombre d'autorités, un certain nombre de responsabilités. Et un autre exemple dans le milieu plutôt associatif, c'est de nouveau la décentralisation de la responsabilité et de la charge mentale auprès de la personne qui était la coordinatrice avant. Une nouvelle culture du droit à l'erreur pour pouvoir tester et améliorer, plutôt que d'être toujours dans le côté anticipation. Un plus haut niveau de collaboration et de la responsabilisation de nouveau des membres qui sont reconnectés à leur pouvoir d'agir. Voilà, donc ça se répète un petit peu, mais dans des milieux qui sont quand même un petit peu des contextes qui sont différents. Et donc un témoignage que je voulais relever à cet endroit-là, c'est une maison de quartier à Genève, une méthodologie hyper intéressante pour se reconnecter à son pouvoir d'agir, avoir le courage d'assumer ses responsabilités, entrer dans une logique d'action, permettre le droit à l'erreur et l'innovation, et favoriser la collaboration. Voilà, donc très content de voir ce type de retour-là, puisque pour moi, c'est qu'on a atteint un petit peu notre objectif. Voilà, donc j'arrive bientôt au bout.
il me manque encore certains éléments. Donc, on a vu le moyen de libérer tout le potentiel de votre organisation avec notamment les 5 éléments disruptifs de la gouvernance partagée, les 5 réunions de base qui permettent une approche intégrale de la gouvernance partagée. Et maintenant, on va identifier les obstacles qui retiennent la plupart des organisations à franchir le pas. Et puis, si vous êtes là, c'est que probablement, vous êtes confronté à une ou plusieurs de ces problématiques. Ça, c'est un peu le condensé de toutes les problématiques qu'on a listées dans les personnes qui viennent nous voir. Donc, pas de priorisation, difficulté à gérer l'imprévu, la non-responsabilisation des personnes, le manque de clarté sur la répartition des tâches et des rôles, etc. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, si vous ressentez ces difficultés, que vous avez vraiment envie de faire quelque chose, qu'est-ce qui peut vous empêcher de faire le pas, d'aller vers la transformation de votre organisation? Donc, voici un petit peu les 4 obstacles qui peuvent vous garder dans ces situations compliquées. C'est ce qu'on identifie sur ce schéma par les cactus. Le premier des plus classiques, c'est en gros, notre organisation est trop petite ou trop grande. Alors, pour ça, il faut savoir qu'à l'instant Z, on a accompagné des organisations allant de 2 personnes jusqu'à 600 aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un spectre très, très large. Et puis, à l'international, on a vu des types de gouvernance similaires qui ont été appliqués dans des organisations allant parfois au-delà de 10 000 personnes. Donc, en termes de taille, en tout cas, en théorie, mais aussi on voit dans la pratique sur certaines organisations, il n'y a pas vraiment de limite. Ce sera toujours à voir en fonction de la situation, comment on s'y prend, quel est le déroulé, le processus pour dérouler cette transformation. Voilà, donc il n'y a pas de trop petit et il n'y a pas de trop grand non plus. Obstacle numéro 2 qui peut nous retenir, c'est nous ne sommes pas prêts, ce n'est pas le bon moment. Alors là, pour moi, c'est intéressant de s'arrêter un instant pour identifier effectivement ce terme de bon moment. Est-ce que c'est dans quoi c'est pertinent ou pas? Et en y réfléchissant, pour nous, le meilleur moment, c'est en gros, vous êtes en création. Donc plutôt de construire tout votre projet sur un modèle de management que vous allez changer dans 1 an ou 2, commencez tout de suite avec ce nouveau modèle de management, vous gagnerez du temps. Et toutes les nouvelles personnes qui vous rejoindront seront habituées à ces outils, à ces pratiques. Meilleur moment, c'est aussi si vous êtes en croissance ou en changement de taille, parce que là, il y a souvent des grosses problématiques, notamment de dilution de la culture, des valeurs et création de plein de systèmes de management différents et disparates. Donc là, c'est intéressant d'être attentif dans cette phase-là. Vous ressentez des dysfonctionnements qui se répètent, ça veut dire que c'est le bon moment parce qu'il faut vraiment agir sur ces choses-là avant que ce ne soit trop tard. Et puis, vous avez déjà expérimenté seul des concepts de gouvernance partagée, de gouvernance collaborative, voilà. Mais vous manquez de concret, de formalisme dans cette nouvelle gouvernance. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour aller chercher des externes qui sont experts dans la matière et qui pourront vous aider à faire vraiment le pas de plus là-dedans. Obstacle numéro 3, c'est en gros, chez nous, c'est différent, ça ne marchera pas. Il serait intéressant de creuser pourquoi vous pensez que ça ne marchera pas. Est-ce que c'est que vous avez déjà essayé ou quoi? Mais le côté chez nous, c'est différent. Il faut savoir aussi que nous, on a travaillé avec tout type d'organisation, que ce soit en termes de différents statuts juridiques, mais aussi de différents secteurs, dans le secteur de la santé, dans le secteur des services, dans le secteur du social, et jusqu'à maintenant, on ne s'est pas encore heurté. Enfin, en fait, ça s'ajuste à chaque fois. Donc, le schéma ou le résultat, sous forme formalisme, n'est pas toujours pareil, parce qu'il s'adapte. Mais en tout cas, ça fonctionne dans les résultats, dans l'objectif qu'on cherche à atteindre, qui est développer le plein potentiel de l'organisation. Et par rapport à cette notion de différents types d'organisations, je voulais relever ce témoignage. Merci pour l'accompagnement. Vos capacités d'adaptation montrent que vous pouvez travailler avec tout type d'organisation. Voilà, donc c'est un point de vue subjectif, bien entendu, mais de nos clients, pas de nous. Quatrième et dernier obstacle dont je voulais vous parler, c'est le fatal, c'est celui on n'a pas le temps. Effectivement, aujourd'hui, dans nos sociétés, on a rarement le temps de quoi que ce soit. La question, c'est de savoir, c'est une question de priorité en fait. Donc, est-ce que le temps qu'on va prendre maintenant pour changer notre gouvernance, ça va nous en faire gagner demain? Et comme dans ce petit schéma, si vous voulez remplacer des roues carrées par des roues rondes, peut-être ça vaut le temps de s'arrêter pour changer ces roues, parce que derrière, on va en gagner du temps. Voilà. Donc, ne vous laissez pas retenir par ces obstacles-là.
Et puis finalement, dernière partie, après on va arriver aux questions, mon invitation au prochain pas. Alors cette partie, c'est peut-être la moins agréable du webinaire. Jusqu'à maintenant, vous avez pris des notes, ça vous a fait des liens, ça vous a fait penser à des situations que vous avez vécues. C'était assez sympa et peu confrontant, mais là, je vais vraiment vous chercher sur, OK, comment vous voulez repartir de ce webinaire? Est-ce que vous voulez juste rentrer chez vous, aller prendre de café avec les collègues et puis dire « ouais, c'était sympa », et puis vous arrêtez là, ou est-ce que vous voulez vraiment faire le prochain petit pas pour aller vers la résolution des problématiques que vous identifiez et vers la transformation de votre gouvernance si vous pensez que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc la question qu'il faut se poser en gros à la mode gouvernance partagée ou la sauce Instant Z, c'est quel est le prochain petit pas pour vous? Pas la meilleure idée, pas tout ce qu'il faudrait changer parce que sinon on serait dépassé par l'ampleur de la tâche, mais le prochain petit pas. Et pour moi, concrètement, le prochain petit pas, c'est de nous contacter par téléphone et de prendre un temps de discussion. Alors j'allais dire à deux, en bilatéral ou alors avec un ou deux de vos collègues, pour faire le point de votre situation et voir comment c'est pertinent ou pas de faire appel à nous et d'identifier du coup les autres prochains petits pas pour vous. Donc dans ces entretiens, alors qu'ils sont bien entendu gratuits, voilà, gratuits et sans engagement, hein, d'accord, c'est un premier contact, mais pour nous c'est nécessaire, voilà, pour savoir si c'est pertinent de travailler avec vous, si oui, comment ça se ferait, etc. Donc ce qu'on va faire dans ce premier entretien, en gros, c'est diagnostiquer votre situation, la situation de votre organisation, clarifier vos besoins spécifiques et leur niveau d'urgence, pour pouvoir identifier les prochains pas essentiels pour votre organisation, que ce soit avec ou sans nous, mais quels seraient un peu les prochains pas essentiels pour vous, sachant que si c'est pertinent que ce soit avec l'instant Z, et bien du coup, nous, ça nous permet de récolter toutes les informations nécessaires pour vous faire une offre sur mesure. Donc à la fin de l'entretien, vous repartez avec plus de clarté sur ce qui dysfonctionne chez vous, des leviers potentiels plus clairs pour améliorer votre situation, des réponses bien entendu à toutes vos questions sur notre approche de la gouvernance intégrale, et puis finalement un prochain pas, que ce soit avec ou sans nous. Alors cet entretien n'est pas pour vous, donc pour faire gagner du temps à tout le monde si ça ne correspond pas. En gros, si votre organisation fonctionne parfaitement bien, vous n'avez pas de soucis apparents, tout roule, bon bah changez pas quelque chose par principe, tant que ça roule, c'est tant mieux. Vous souhaitez une recette magique applicable sans effort, alors ça c'est effectivement important. Bon, vous voyez, changer ça prend du temps. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Est-ce qu'on a la volonté de prendre ce temps-là de changer? Sachez qu'en tout cas, si vous vous embarquez dans ce processus, eh bien, c'est pas une baguette magique, c'est pas du jour au lendemain, et c'est pas juste nous, Instant Z, qui allons mettre la main à la pâte, disons. C'est vraiment quelque chose à construire ensemble, et on aura d'autant plus de résultats si vous êtes vraiment participant. Donc ça nécessitera des efforts de votre part. Et puis, alors cet entretien n'est pas pour vous non plus, si vous ne souhaitez pas vous remettre en question, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup entendre, mais il y a certains types de cultures où on met un petit peu sous le tapis tout ce qui ne va pas, et puis quand on identifie des choses qui pourraient changer parce que potentiellement elles sont dysfonctionnelles, eh bien ça grince des dents ou on évite le sujet. Donc ça va être très difficile de travailler ensemble s'il n'y a pas cette capacité de remise en question. Et puis finalement, si vous voulez pas, dès le départ, vous voulez dire non, on n'a pas du tout de temps pour ça, on ne veut pas du tout investir du temps là-dedans. Après, peut-être que vous posez encore la question si vous voulez prendre du temps pour ça, si c'est une priorité pour vous. Dans ce cas-là, discutons-en. En tout cas, si vous savez déjà que c'est mort, c'est peut-être pas le bon moment alors. Voilà. Par contre, si vous avez déjà essayé avec peu de résultats, eh bien c'est le moment. Si vous vivez un changement de direction, qui va dans cette direction d'une gouvernance partagée, d'une gouvernance distribuée, c'est le bon moment. Contactez-nous pour ça. Si vous voulez formaliser la structure de votre travail, si vous vivez des dysfonctionnements récurrents. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Concrètement, comment ça se passe? Donc, c'est peut-être mes collègues qui vont vous partager dans le chat le lien d'un petit formulaire de prise de contact. Précisez bien dans ce formulaire si vous êtes, dans quelle région vous êtes, en Suisse ou en France, sachant que la France actuellement a un peu plus de disponibilité que la Suisse où on est un peu plus pris. Mais de manière générale, n'hésitez pas à traîner, d'abord parce que si vous attendez la semaine prochaine, il y aura un milliard d'autres choses qui seront tombées entre-temps, donc ce sera plus compliqué à faire ce prochain petit pas. Et puis ensuite, parce que si vous voulez aller de l'avant assez rapidement, sachez que d'expérience, entre le moment où on a le premier contact, ce premier entretien,
et puis le moment où on débarque dans l'organisation pour commencer à faire de la formation, de l'accompagnement, eh bien, il y a entre 1 mois et 1 an. Donc, plus tôt ce sera de ce premier contact, voilà, plus vous gagnerez du temps derrière. Prévoyez du temps pour des discussions et un diagnostic avant de démarrer l'intervention. Donc, anticiper aussi le temps de préparation entre le moment où on se contacte et la première intervention. Alors, comme je vous ai dit, on est plus chargé en Suisse, donc voilà, ça commence à se remplir déjà un petit peu pour cet automne et cette fin d'année. Et puis, en France, c'est encore un peu plus libre de ce que je connais. Et puis finalement, l'accessibilité tarifaire, donc ça, c'est toujours quelque chose. On a une grille tarifaire de base pour que nous, on puisse être à l'aise au niveau financier. Maintenant, comme on travaille justement dans un spectre très large de grosses organisations ou petites associations de quartier, eh bien, on a des tarifs, bien entendu, qui s'adaptent en fonction de votre situation. Donc, on trouvera normalement un modèle qui vous convient, en tout cas qui convient aux deux. Voilà. J'arrive au bout. Nos formations pour une exploration individuelle, donc j'ai beaucoup parlé d'accompagnement d'organisation jusqu'à maintenant, mais sachez que si vous êtes des individus, des coachs, des facilitateurs, facilitatrices, et que vous avez envie de compléter votre valise d'outils, on a voilà 3 formations, une sur 2 jours, 3 fois 2 jours, une sur les fondamentaux pour bien comprendre de quoi il s'agit, et expérimenter à travers des cas fictifs. Une sur la facilitation pour vraiment prendre la main à la facilitation des différents processus, puisque le rôle facilitation joue un rôle central dans dans ce nouveau modèle de management. Et puis finalement, une formation à la transformation. Si vous accompagnez vous-même des organisations qui vivent une transformation, ben voilà, comment faire, que ce soit vous-même en tant qu'interne à l'organisation ou en tant qu'externe. Voilà, comment diagnostiquer son organisation, définir les étapes de la transformation, prendre en considération la notion de conduite du changement aussi. C'est dans cette formation Transfo. Mais le prochain petit pas pour vous, si vous découvrez ces outils en tant qu'individu, c'est cette formation de base. On en donne régulièrement. Il y en a en Suisse et en France dès octobre. Et puis, il y en a une en ligne. Donc, pareil, Jérôme et Cécile, vous pouvez repartager le lien là dans le chat. Il y en a une en ligne en mode 5 fois 3 heures les matins, début du juillet. Ça, c'est assez sympa si vous êtes loin, si vous voulez être flexible. Et puis en plus, étaler sur 5 jours, c'est moins blocus que si vous avez 2 jours complets. Donc vous avez plus de temps, si vous avez un temps de repos ou plus libre à cet endroit-là, ça peut être pertinent pour vous. Voilà, et puis je termine là-dessus. Donc voilà, pour noter que l'instant Z aussi, c'est une valeur forte de partage et beaucoup de création d'outils pédagogiques. Donc, on a autant des supports de cours pro pour, bien entendu, nos formations. On a aussi des fiches processus qui accompagnent les processus de réunion, les processus de décision. Ces fiches, vous pouvez les retrouver la majorité sur notre site internet, sur la partie académie, la partie ressources académie. Elles sont en libre accès. Donc, vous pouvez déjà jeter un œil, les télécharger, peut-être jouer avec si vous vous sentez à l'aise. On a aussi une constitution qui est un exemple de règles du jeu de ce nouveau modèle de gouvernance. On a des outils informatiques pour soutenir la création des cercles et rôles, donc de la structure de votre organisation. Voilà. J'arrive au bout. J'ai été un petit peu plus long que prévu, mais c'est le moment de vos questions. Donc, je vais couper l'enregistrement. Et puis, voilà, je vais peut-être prolonger jusqu'à moins le quart s'il y a des personnes qui souhaitent rester un peu plus longtemps et qui souhaitent avoir des réponses à leurs questions. Merci de votre attention et à très bientôt, soit en entretien téléphonique, soit en exploration à travers des formations. Alors.